Avec votre invité Philippe Vandel, vous écoutez Culture Média sur Europe 1. On est totalement dans le sujet. Bonjour François Chaumont. Bonjour Philippe. Vous êtes auteur-réalisateur d'un documentaire Disco, la Révolution française. Ce sera samedi à 21h sur France 3. Pourquoi ce thème vous a-t-il intéressé? Est-ce que vous-même vous êtes un nightclubber? Je suis pas spécialement un nightclubber, mais comme tout le monde, je suis allé en boîte de nuit, je suis allé en soirée. Ouais. Et donc, comme tout le monde, j'ai écouté beaucoup de disco sans forcément le vouloir ou sans forcément décider d'acheter plein de disques disco. Mais je connais plein de titres disco par la force des choses, comme tout le monde. Évidemment, ça remonte aux années 70. Pour qui ne vous voit pas sur europe1.fr, parce qu'on est filmé dans ce studio, vous êtes de quelle génération? Vous avez connu quel disco? Moi, je suis né dans les années 70. Je suis né à peu près en 76. Donc vous êtes sorti en boîte dans les années 90. Ouais. Exactement. Mais il y a toujours eu du disco. Moi, il y avait, mais dans n'importe quelle soirée, il y a du Claude François, il y a du Dalida. Oui, mais vous alliez pas en soirée à 3 ans. Non. C'est ça que je voulais dire. C'était quel disco on passait dans les soirées où vous alliez? Parce que le disco, c'est aussi bien Céron, aussi bien les 90, la French Touch, que maintenant, dans les années 2020, Clara Luciani. Il y a plusieurs discos. Tout à fait. On écoutait dans les années 90, quand je sortais, j'écoutais le disco des années 70, qui est indémodable. Il y a plein de titres indémodables, inoxydables. Et aussi la French Touch, Daft Punk, Cassius, etc., qui là faisaient des ravages à cette époque-là. Voici comment vous faites dans votre documentaire les présentations. C'est un large panorama. Dans ce mouvement joyeux, désordonné, hédoniste, libérateur, la France a joué l'une des partitions principales et sans doute même la plus élaborée. Patrick Hernandez. La révolution musicale actuellement française existe dans le monde entier. Ça s'appelle le disco. Entre le milieu des... Ce sont les Français qui ont été les précurseurs et les pionniers du genre, avec entre autres Céron, source d'inspiration inépuisable pour de jeunes musiciens qui, encore aujourd'hui, se réapproprient cet héritage. Ça, c'est Daft Punk. On aura vu, entendu Claude François, Bob Sinclair, on aura vu, entendu Village People, Céron, on l'a dit. Vous dites que le disco est un mouvement, qu'est-ce que j'aime ce son, est un mouvement bien plus contestataire qu'il n'y paraît. Dans quel sens, de quelle manière il est contestataire ? Il est contestataire dans les faits, en fait. Là où le rock a été très revendicateur dans les paroles, il y a eu beaucoup de... C'est plutôt dans les messages qu'il véhicule que le rock s'est montré contestataire. Le disco, c'est vraiment dans l'image qu'il renvoie. Quand Sheila arrive avec ses danseurs noirs en 77 pour chanter Love Me Baby, quand les Village People, en fait... propage une espèce de culture gay sur la bande FM. Mais une culture gay qui ne disait pas son nom. C'était absolument pas contestataire. On a appris des années après que ça représentait les icônes et les types de séduction de la communauté qu'on ne disait pas à l'époque LGBT. Et que c'était pas revendicatif. La seule revendication, c'était la nuit, la fête. Exactement. Non, c'était une forme enfin, il y a plusieurs choses, mais le disco, dans sa manière de faire la fête, où toutes les communautés se sont retrouvées pour faire la fête autour d'un même son, ça a permis à différentes communautés aux États-Unis de faire la fête ensemble et sans être discriminées. Voilà, parce que sans leur faire injure entre nous, Claude François, que vous montrez, Dalida, Sheila, c'était l'inverse de la contestation. C'était le mainstream. Il passait chez Guy Lux, chez les Carpentiers, c'était dans tous les hit parades officiels. Il y avait zéro contestation. Il y avait des gens qui contestaient et d'autres non. J'ai appris grâce à vous comment est né le terme disco. C'est un terme de business du magazine professionnel musical américain Billboard. Racontez d'où ça vient. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où il y a eu le boom des boîtes de nuit dans les années 70, il y a eu un classement pour les morceaux les plus diffusés à la radio et un classement pour les morceaux les plus diffusés en boîte de nuit. Ce classement-là, c'est appelé le Top Disco. Et ça a été la naissance officielle du disco, c'était en 74 et c'était le premier numéro 1 de ce classement, c'est Gloria Gaynor. Voilà, on a réécoutez-nous en replay europe1.fr puisqu'on a ouvert cette émission avec ce titre de Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Au passage, c'est une Française qui a inventé la boîte de nuit, on peut le dire. Oui, Régine. C'est Régine qui a été une des grandes dames de la nuit parisienne. Non, j'ai dit quelque chose de faux. Non, elle n'a pas du tout inventé la boîte de nuit. Elle a inventé la discothèque. Les boîtes de nuit existaient, c'est moi qui ai fait une erreur, pas vous. Les boîtes de nuit existaient, mais il y avait des groupes qui jouaient. Et Régine a une idée absolument géniale. Comme elle n'avait pas les moyens de payer un orchestre, elle a dit je vais mettre des disques très forts. Et elle a inventé la discothèque à elle toute seule. Elle a changé la face du monde de la nuit planétaire. Exactement, puis elle a demandé à ce qu'il y ait 2 platines pour pas qu'il y ait de pause entre les morceaux, pour pouvoir passer d'un morceau à un autre sans qu'il y ait de temps mort et comme ça les danseurs pouvaient continuer à danser et c'était mieux pour tout le monde. On voit des images extraordinaires, on voit Dalida en studio qui écoute un mixage avec l'ingénieur du son, il y a son frère.
Le manteau Orlando. de fourrure, il faut le décrire. Bah, c'est Orlando, dans Ouais. les années 70, à la fin des années 70, qui convainc sa sœur de faire du disco, ce qui n'était pas gagné. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui sont allés un peu à reculons. Même Patrick Hernandez n'était pas du tout fan de disco. Born to Be Alive, c'était une chanson folk à la base qui a été remixée en disco. Donc, c'était pas du tout forcément. Même Amanda Lear, quand vous l'écoutez, elle n'était pas fan de disco. Beaucoup de gens ont fait du disco sans forcément être de grands fans de disco à l'époque. Au passage, j'ai appris que Dalida avait refusé de signer avec des maisons de disques américaines parce qu'elle, ça marchait, ça aurait pu vraiment marcher à l'international. Sheila a bien marché à l'international. Oui. Patrick Juvet aussi. Claude François un petit peu moins. Claude François, c'est une histoire tragique puisque il est mort au moment où sortait, je ne sais plus lequel des deux titres. Alexandra. Ah ouais, c'est le 45 tours est sorti le jour de son enterrement. Et c'est ça qui a lancé sa deuxième carrière, en fait, sur laquelle il... Je saute volontairement des Ouais. étapes. Vous dites que le discours était la musique était la musique de la libération sexuelle. J'ai l'impression que on dit ça à chaque documentaire. Je l'ai entendu dire sur les années 30, sur Mistinguett, sur le jazz, sur Woodstock et sur Gainsbourg, que pour ne citer que 69 années érotiques. Qu'est-ce que le disco avait de particulier qui n'existait pas avant ? Alors, on a parlé des revendications LGBT, il y a eu ça, il y a eu... En même temps, c'était les années 70, c'était la libération sexuelle. Pour le coup, ça correspondait, Ouais. contrairement aux années 30. Et puis, c'était la culture des boîtes de nuit. Donc, c'était une espèce de religion où les gens sortaient pour faire la fête, mais des fêtes qui pouvaient aller assez loin. Quand on entend Céron nous parler de ses soirées au Studio 54, etc., c'était quand même assez dévergondé. Donc, ça correspondait vraiment à cette époque de libération sexuelle des années 70. Je suis obligé de résumer. Je découvre que Ottawan, Teoket, Tebat, Tein, c'était Daniel Vanguard, Ouais. qui n'est autre que le père de Thomas Bangalter de Daft Punk. De Daft Punk. C'est quand même complètement dingue. Et il y a un sample dans One More Time, c'est un sample de la musique de son père, des Gibson Brothers, si je me trompe pas. Le disco revient avec la French Touch, on l'a dit, puis la nouvelle chanson française. Quelque chose qui est extraordinaire en vous écoutant maintenant, François Chaumont. Pendant toute l'interview, vous aviez le sourire. Et c'est exactement ce que donne ce documentaire Disco, la Révolution française, à voir samedi à 21h. Ah, j'adore le DISCO. Ça, c'est Daniel Ottawa. Vanguard, voilà, Ottawa, Daniel Vanguard, le père le des papa. Daft Punk. Le Et père qui, de- oui, de le Thomas père de Bangalter. Thomas et le petit Thomas qui avait 4 ans, il raconte qu'il était en studio et qu'il écoutait ça. Oui, c'est Chris Frankfurt des Gibson Brothers qui nous raconte qu'il voyait Thomas Bangalter écouter les sessions d'enregistrement. Quel plaisir que de souvenirs. Un grand merci d'avoir été avec nous en Merci direct beaucoup, sur Europe merci 1. beaucoup.